Bonjour et bienvenue dans ce second cours de mécanique de seconde dans lequel on va commencer à comprendre les mouvements. Alors ici vous avez un exemple de mouvement avec cette marionnette et on se rend compte que ce qui change le mouvement, le crée ou l'arrête, c'est l'action d'autres objets sur la marionnette. Par exemple, les fils vont agir sur la marionnette. Donc pour comprendre le mouvement, il faut comprendre les interactions entre les objets et c'est le sujet de ce cours. Au programme, on va commencer par regarder les actions d'un objet sur un autre, sous le regard de Newton. On parlera des actions de contact, on va parler aussi de l'attraction gravitationnelle, du poids, qui est une action importante dans la vie de tous les jours, et comme d'habitude, on va finir par quelques petits compléments, surtout sur les vecteurs. Commençons ce cours en représentant l'action de certains objets sur d'autres. Par exemple, ce monsieur qui va pousser sur cette armoire, une raquette de tennis qui va taper sur une balle de tennis, ou alors la Terre qui va attirer la Lune. Alors pour représenter ces actions, en science, on définit ce qu'on appelle une force. La force, c'est la modélisation de l'action d'un objet sur un autre. Cette force, elle peut être calculée dans une unité qui est les newtons, et puis elle peut être représentée, et elle se représente par un vecteur avec un point d'application, l'endroit où est appliquée cette action, un sens, une direction, et puis une taille de vecteur plus ou moins grande. Alors par exemple ici, si on représente l'action de la raquette sur la balle, c'est à cet endroit en gros qu'il y a une action, et en gros c'est dans cette direction-là, donc on va représenter la force comme ceci, et on peut lui donner un nom avec une flèche dessus, force de la raquette sur la balle. Pour le monsieur qui pousse l'armoire, c'est la même chose, c'est à cet endroit-là qu'il pousse, dans cette direction-là, avec cette force-là, et voilà le nom de cette force qui représente l'action qu'il réalise. Et pour la Terre qui attire la Lune, ben elle l'attire, donc c'est dans ce sens-là. Donc toute la Lune est attirée, donc on va prendre le milieu de la Lune comme départ du vecteur, et voilà le nom de cette force. Alors tout ce qu'on va voir dans ce cours aurait pu déjà vous être expliqué par Isaac Newton il y a quelques siècles. Et par exemple, sur l'action d'un objet sur un autre, il aurait pu vous expliquer que si on a deux objets, A et B, et que l'objet A agit sur l'objet B, par exemple de cette façon-là, on peut noter l'action de cette façon-là, F de A sur B, alors on est sûr que l'objet B agit aussi sur l'objet A de cette façon-là. Voilà l'action, la force qui représente cette action-là, F de B sur A, de telle sorte que la somme de ces deux actions soit nulle. Ceci, ça s'appelle la troisième loi de Newton, on l'appelle aussi le principe des actions réciproques. Donc quand un objet agit sur un autre, ben vous avez la réciproque. Donc si on revient à nos petits cas qu'on a étudiés tout à l'heure, si on représente les actions d'un objet sur un autre, on peut aussi, si on veut, par exemple ici on représente la force de la raquette sur la balle, on peut aussi, si on veut, représenter l'action de la balle sur la raquette. C'est la même chose, l'armoire, elle pousse autant sur le petit gars qui pousse que le petit gars sur l'armoire. Et si la Terre attire la Lune, et bien la Lune attire la Terre aussi de la même façon. La somme des deux forces à chaque fois est égale à 0. Vous voyez que les deux vecteurs, si vous les additionnez, ça fait 0. Donc en fait, quand on parle d'action d'un objet sur un autre, il faut toujours avoir en tête que les objets interagissent, donc il y a aussi l'action inverse. Parlons maintenant des actions très classiques qu'on appelle les actions de contact qui ont lieu quand un objet touche un autre. Alors on a vu déjà deux exemples ici, la raquette qui touche la balle, la main qui touche l'armoire, ce sont des actions de contact. Alors c'est pas toujours répulsif, on ne pousse pas toujours, on peut tirer comme ceci, ça s'appellera une traction, T bien sûr, ça sera une action de contact aussi. Si un objet est laissé tel quel sur Terre, il tombe. Pour qu'il ne tombe pas, il lui faut un support. Alors quand un objet est sur un support, qu'est-ce qui se passe? Il y a un contact entre les deux, entre le support et l'objet. Alors c'est assez simple de savoir ce qui se passe, parce que s'il n'y avait pas le support, l'objet il irait vers le bas. Ça veut dire que le support, il agit contre ce mouvement-là, quelque chose comme ceci. Donc voilà une action de contact qui est importante, qu'on appellera souvent la réaction du support, qui est perpendiculaire au support et qui empêche l'objet de tomber. Cette réaction du support, si je mets l'objet par terre, je vais la retrouver. Mais imaginons qu'on pousse un petit peu cet objet latéralement. Alors on va pousser, mais pas trop,
pour ne pas que l'objet bouge. S'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a une action dans l'autre sens qui élimine l'action du monsieur qui pousse. Donc qui c'est qui peut agir? C'est simplement le sol. Donc ça veut dire que le sol en ce moment est en train d'aller contre la force bleue. Donc en fait, l'action du sol ou du support, elle peut être perpendiculaire, avec la réaction R qui est représentée en rouge, mais elle peut être aussi latérale. Et dans ce cas-là, on appelle ça des frottements. Et ces frottements, ils s'opposent toujours au mouvement. Vous voyez, le monsieur il a envie de pousser l'objet par ceci, dans cette direction-là, et les frottements, ils sont dans l'autre sens. Ces frottements, ils vont être là aussi présents s'il y a un mouvement. Donc à retenir, la réaction d'un support, on peut la dissocier en deux parties. Une partie perpendiculaire au support, qui est toujours présente, hein, et une partie latérale qui peut être présente s'il y a des actions latérales. Et dans ce cas-là, on appelle ça la partie frottement. Il n'y a pas que des forces de contact, il y a aussi des forces à distance qui n'ont pas besoin de contact pour être présentes. Par exemple, l'attraction gravitationnelle, une des plus importantes et qui explique que tous les mouvements célestes, par exemple la Lune tourne autour de la Terre parce qu'elle est attirée par la Terre. Si cette attraction disparaissait, hop, la Lune partirait tout de suite, tout droit. Alors, cette force, c'est Newton aussi qui a compris comment elle fonctionnait, hein. C'est une interaction, donc il y a les deux parties de la force, hein, la Lune attire la Terre et la Terre attire la Lune. Newton nous a dit que ces deux forces étaient égales, hein, c'est une interaction, je répète. Hein. Et de quoi elles dépendent, ces deux forces? En fait, c'est assez simple, elles dépendent de la masse des deux objets, elles sont proportionnelles à la masse de ces deux objets, la masse de la Terre et la masse de la Lune ici, inversement proportionnelles à la distance au carré. Alors la distance, c'est la distance entre les centres des objets, et donc c'est inversement proportionnel à la distance au carré. Oui, il ne faut pas oublier le carré. Et puis il y a un facteur de proportionnalité qu'on a l'habitude de noter G, et qui est une valeur extrêmement petite, 10 puissance moins 11. Ça veut dire que cette force sera petite si les masses ne sont pas importantes. Ce facteur de proportionnalité, on l'appelle la constante universelle de la gravitation. Alors cette formule, elle est à connaître par cœur, hein. Et les unités pour utiliser cette formule, les unités du système international, c'est pour les masses des kilogrammes, pour la distance des mètres, et les forces seront trouvées évidemment en newton. Autre force à distance très importante, le poids, qui explique que tout ce qui est sur Terre est attiré vers le bas. Alors, par exemple, cette pomme, elle va être attirée vers le bas, donc on va représenter cette action par un vecteur qui est vertical vers le bas et qui part du centre de la masse, c'est-à-dire du centre de gravité de la pomme. Ce vecteur, on le note P comme poids, hein, et attention, le poids est une force. Le poids s'exprime donc en newton. Ce n'est pas correct de dire qu'un poids est en kilogrammes, ça c'est dans le langage courant, mais c'est incorrect scientifiquement. Alors pourquoi on confond souvent le poids et la masse? Parce que le poids est proportionnel à la masse. Vous avez déjà vu cette formule au collège, hein. Donc le poids, c'est la masse multipliée par un coefficient qu'on appelle l'intensité de la pesanteur, et en fait qui dépend de la planète sur laquelle vous êtes. Ici, donc sur Terre, ce coefficient G, qu'on note petit g, il vaut à peu près 9,81 newtons par kilogramme. Donc par exemple, le coyote ici, imaginons qu'il ait une masse de 15 kg. Quel sera son poids? On prend la formule, P est égal à m fois g, on multiplie les 15 kg par les 9,81 et on trouve 147 newtons. Le poids de ce coyote est de 147 newtons. Donc il va être attiré vers le bas par cette force de 147 newtons. On peut la représenter, on prend une échelle de représentation, ceci pour 100 newtons, donc je vais représenter un vecteur vers le bas avec la bonne taille et en mettant son nom à côté comme ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce poids? Si on regarde un petit peu de plus loin, le poids de la pomme, on peut le représenter comme ceci, hein, c'est une force qui va vers le bas. Si on regarde le poids du coyote, c'est une force qui va vers le bas aussi, et on se rend compte que ce sont des forces qui vont en fait vers le centre de la Terre. Exactement comme l'attraction de la Lune qui va vers le centre de la Terre. Ça, c'est Newton qui l'a compris. En fait, ces trois forces, c'est la même chose. Le poids, c'est la même chose que l'attraction gravitationnelle. Donc, si c'est la même chose, le poids et l'attraction gravitationnelle, ça veut dire que les deux formules qu'on a vues n'en font qu'une. Donc, on peut écrire P est égal à mg, mais on peut écrire aussi P est égal à G, bien sûr, le facteur de proportionnalité, fois la masse
de la pomme fois la masse de la Terre divisé par la distance entre la pomme et la Terre. Alors le centre des objets, on a dit, pour la distance. Donc cette distance-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de là à là, ça va correspondre en fait au rayon de la Terre. Donc à la place de D, ici, on peut mettre le rayon de la Terre au carré. Et alors là, on peut s'amuser à mettre le petit m de cette formule devant, et tout le reste va aller derrière. Et tout ce qui est là, en fait, c'est constant. G, c'est constant. La masse de la Terre, ça ne change pas. Le rayon de la Terre, ça ne change pas. Donc tout ceci, ça vaut une valeur qui ne change pas. Et cette valeur, c'est quoi? C'est le petit g qui est ici. C'est l'intensité de la pesanteur. Et ça vaut 9,81 newtons par kilogramme. Alors sur la Lune, on pourrait faire la même chose sur la Lune. Une pomme sur la Lune va être attirée vers le centre de la Lune, ça sera le poids sur la Lune. Ces deux formules sont valables aussi, sauf que ce n'est pas la masse de la Terre et le rayon de la Terre, c'est la masse de la Lune et le rayon de la Lune qu'il faut mettre dans la formule. Et dans ce cas-là, on ne va pas trouver 9,81, on va trouver beaucoup moins, 1,6 newtons par kilogramme, ce qui explique que sur la Lune, on est moins attiré vers le centre, et on dit qu'il y a une pesanteur moindre sur la Lune. On termine ce cours avec un petit complément sur les formules. On a vu ici des formules sans flèche, sans vecteur ici. Donc ce sont des formules qui vous permettent de calculer. Vous calculez les résultats en newton. Mais on peut ici aussi écrire ces formules avec des flèches au-dessus. Alors quand il y a des flèches au-dessus, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Quand il y a une flèche au-dessus, ça veut dire qu'on parle de vecteur. Donc on parle aussi de sens et de direction. Par exemple, ici, cette formule avec la flèche va nous donner le sens et la direction du poids. Donc le vecteur poids, c'est la masse fois le vecteur intensité de la pesanteur. Donc comment il est ce vecteur intensité de la pesanteur? Il est dans le sens et la direction du poids vertical vers le bas. Et il a une taille qui correspond à la valeur de l'intensité de la pesanteur, 9,81 newtons par kilogramme. Évidemment, si on est ailleurs sur la Terre, ce vecteur G il n'est pas tout à fait pareil, il est toujours vers le centre de la Terre. Donc ici, il sera comme ceci, et ainsi de suite. Pour la formule de l'attraction gravitationnelle, c'est la même chose. Si on veut la formule qui donne le vecteur lui-même, alors ici en face, il me faut un vecteur, et vous voyez que pour l'instant, je n'en ai pas. Alors qu'est-ce qu'on va choisir comme vecteur? Il y a plusieurs choix, mais souvent, on utilise un vecteur qui a une norme de 1, et qui est dans le sens et la direction de la force qui nous intéresse. Donc on le note souvent U, ce vecteur. Donc vous verrez souvent ceci comme ceci. Et ce vecteur U, il a une norme de 1. Et donc, il ne vous donne en fait que le sens et la direction. Il ne change pas la valeur de la force. Voilà, ce cours est terminé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour la dernière partie sur les mouvements dans lequel on va parler de ce qu'on appelle du principe de l'inertie. On reparlera de Newton encore. À bientôt.